Les amis, bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Rey, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Comme chaque semaine, je vous retrouve sur cette chaîne pour faire une analyse de vos crypto-monnaies. Chaque semaine, on analyse ensemble les différents scénarios qui peuvent s'offrir à nous, on essaie de privilégier un scénario. Tout simplement, on essaie de savoir comment se positionner, quelles sont les opportunités à saisir pour la semaine à venir. Quand je parle d'essayer, c'est qu'on essaye de faire une projection des prix. Cette projection n'est que théorique et c'est ce que j'essaie de vous enseigner au travers de ces vidéos. C'est que en cas pratique, il ne faut pas s'arrêter à la simple théorie de la projection des prix et de la prévision d'une hausse ou d'une baisse. Il faut s'appuyer sur une analyse concrète de ce qui a déjà été fait précédemment pour pouvoir avoir une estimation de ce qui peut, en termes de probabilité, se présenter à nous. Ensuite, en fonction de cela, on va décider de prendre position ou non avec un point de sortie en termes de take profit ou en termes de stop loss, c'est-à-dire en stop de couverture. Je décide de sortir à ce moment-là parce que mon scénario est invalidé. Voilà, c'est toutes ces choses-là que j'essaie de vous enseigner chaque semaine au travers de cette hebdo crypto. Cette semaine, on va commencer comme d'habitude avec le Bitcoin. On enchaînera avec Ethereum, EOS, Monero et peut-être le Stellar. Donc ce qui se passe cette semaine, comme la semaine précédente, c'est très positif pour un futur très gros mouvement. On verra ça après juste ensemble. Évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour être notifié des prochaines vidéos que je publie sur le sujet, donc des prochaines analyses. Et si le contenu que je vous délivre vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en mettant un pouce bleu ou bien en partageant la vidéo à d'autres personnes. D'ailleurs, je vous remercie puisque la dernière analyse a très bien marché. J'ai eu pas mal de retours. J'avais une petite communauté de 280 personnes la semaine dernière. Cette semaine, on est 320, même plus de 320. Donc on a pris 40 abonnés dans la semaine. Donc moi ça me va, je trouve ça très positif. Donc je vous encourage à m'encourager. Comme ça on ira plus loin ensemble, plus vite et plus qualitativement dans nos analyses. Allez, on va commencer immédiatement avec le Bitcoin, c'est parti. Alors notre graphique est en hebdomadaire. Première chose à noter, c'est un affaiblissement net de la volatilité depuis plusieurs semaines. Cela fait maintenant plusieurs semaines que la volatilité, que le volume d'échange aussi s'écrase par rapport à ce que l'on a connu précédemment. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin pour pouvoir finir un cycle avec une forte volatilité comme un crash, comme celui que l'on a connu sur le Bitcoin. Donc la volatilité par rapport aux précédents jours avec les grosses bougies est en train de complètement s'écraser. Les volumes d'échange sont aussi plus faibles. Vous pouvez le voir ici. On a aussi un affaiblissement du nombre de volumes d'échange. Cela est quelque chose de normal et de positif. Alors je vais l'enlever parce que si je me déplace à chaque fois et que ça s'enlève, ça va être pénible. Et qui va traduire la fin d'un cycle. Donc cela est aussi confirmé par le mouvement, l'ampleur du mouvement qui s'est amoindri petit à petit dans le temps, de plus en plus, jusqu'à venir ici s'écraser et s'étaler. C'est quelque chose de tout à fait normal, c'est quelque chose qui peut être potentiellement positif pour une reprise sur le Bitcoin. Le calme avant la tempête. Eh bien oui, parce que nous avons un point pivot ici qu'il va falloir traverser pour pouvoir avoir déjà un premier signal d'achat qui devra potentiellement être confirmé par un breakout ou par un pullback et qui devrait être confirmé ici au niveau d'un nouveau plus haut, au niveau des 7000 euros, qui devrait être confirmé par, alors potentiellement, c'est un prix indicatif, par un rebond comme ça qui soit haussier. Hop. Voilà, quelque chose de comme ça. Et là, effectivement, on aura un vrai signal de cassure et on pourra récupérer une tendance haussière sur le Bitcoin. Tant que l'on n'a pas quelque chose de comme ça, alors que j'ai vraiment très mal dessiné, donc je vais le reprendre de suite parce que là, ça craint. Hop, il va falloir avoir quelque chose de comme ça. Voilà. Il va falloir qu'il y ait quelque chose comme ça qui se mette en place pour avoir un vrai signal haussier sur le Bitcoin. Je vais vous repasser ça en journalier. Donc aujourd'hui sur le Bitcoin, on a un affaiblissement ici de notre
Tac, tac. Ici, on a un affaiblissement de la volatilité, on a le marché qui est en train eh bien, de se reconsolider, on a une accumulation des prix qui est en train de s'opérer, c'est quelque chose qui est positif et qui est plutôt normal. Il va falloir maintenant revenir, il va falloir venir traverser notre point pivot ici pour pouvoir avoir une première confirmation d'un mouvement haussier et puis finalement avoir une sorte de triangle haussier qui se met en place comme ça, que l'on va traverser encore une deuxième fois pour pouvoir avoir un signal haussier qui va mettre en confiance les acheteurs. Donc cela se traduira par le franchissement d'un autre point pivot, ce sera notre deuxième point pivot. Il va falloir avoir quelque chose comme ça sur le Bitcoin pour pouvoir avoir une confiance acheteuse qui se mettra en place et un bull run. Ce qu'on appelle un bull run, c'est un excédent d'acheteurs. Alors je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un marché haussier, d'accord? Une tendance haussière, une course haussière, un bull run. C'est quelque chose qui arrivera si on a un schéma comme ça qui se met en place sur le Bitcoin. Mais attention, le fait que l'on soit en train d'écraser comme ça les niveaux de prix et la volatilité traduit la fin d'un cycle et d'un prochain gros mouvement. Mais cela peut aller dans un sens ou dans l'autre. N'oubliez pas que le mouvement que l'on a eu ici et notre bulle spéculative qui a été en place ici depuis l'éclatement de plusieurs points pivots que l'on avait vu lors de précédentes analyses, eh bien cet écrasement peut traduire une grosse chute qui nous fera revenir vers les 2500 euros. Je vous le rappelle, que l'on revienne sur les 2500 euros ou pas sur le Bitcoin, cela n'engendrera pas la rupture de la hausse consécutive que l'on connaît depuis la création du Bitcoin presque. On peut très bien revenir sur les 2500 euros du Bitcoin sans que cela n'impacte la hausse en logarithmique du Bitcoin. Donc c'est quelque chose qui est probable, c'est quelque chose qui n'est pas à écarter et c'est bien pour cela que vous ne devez pas prédire le mouvement et prédire le fait que là la hausse va arriver, mais que vous devez attendre de constater les faits pour pouvoir prendre une position à l'achat ou à la vente. Donc évidemment, on va privilégier et favoriser une conversion acheteuse ici, avec un bull run par la traduction d'un triangle haussier comme ça, ou bien d'un range, et un avalement haussier ou n'importe quel signal haussier qui nous permettra de prendre une position acheteuse en jouant le sniper et en nous plaçant au meilleur moment, en réduisant le risque et en prenant un maximum de bénéfices. Ok. Concernant Ethereum, alors Ethereum, on est à peu près sur la même chose, on est sur du range, hop, on est sur un range ici, tracé par une résistance et un support. On a pareil un écrasement ici de la volatilité. Alors je vous avais indiqué, pour rappel, dans les précédentes vidéos, que moi je passais à l'achat sur Ethereum lors d'un précédent mouvement. Je suis à l'achat sur Ethereum ici, depuis qu'on en a eu un mouvement haussier qui s'est confirmé, donc à 200 euros. Finalement, vous voyez, mon scénario n'a pas été validé. On est même revenu cassé par une grosse bougie ici. On est revenu casser la dynamique haussière, et donc on est revenu sur le socle bas du range et donc sur le support. Eh bien, je suis toujours engagé. Mon stop se situe à 145 euros. Cela est un stop indicatif, c'est une alerte qui va sonner et je prendrai une décision ou pas de la clôturer. Ça ne se clôturera pas automatiquement s'il y a une grosse mèche comme celle-ci qui vient casser mon support. Maintenant, mes objectifs sont les 235-240 pour le take profit numéro 1 et l'objectif numéro 2, 275. Donc l'objectif le plus ambitieux est à 40% et le stop est à moins 24%. On a donc un ratio de 1,62. Je m'autorise à gagner 1,62 fois plus que ce que je m'autorise à perdre. D'accord? Donc pour Ethereum, c'est très simple. Je suis engagé à 200 euros. Mon objectif, c'est les 235. Premier objectif. Deuxième objectif, 275. Et après, évidemment, le franchissement ici de notre résistance. Mais cela, on en reparlera. Pour rester dans le même esprit, j'aimerais vous parler notamment de EOS et de Monero. EOS, on va commencer par Monero, ce sera plus clair pour vous, pour ceux qui sont un petit peu novices et qui comprennent pas trop bien ce que sont ces résistances et ces supports. Et Monero, on a aussi un range ici. Donc on a un range qui se traduit ici par un support que l'on a tracé ici par de clairs rebonds qui n'ont pas réussi à traverser une certaine zone de prix. Alors sachez que plus une amplitude d'un mouvement est importante, plus le support
va être plus une zone de support qu'une ligne de support, hein. Ici, lorsqu'il y a une faible volatilité, on voit que le support est très concret. Lorsqu'il y a une grosse volatilité, les mèches peuvent casser notre support, donc c'est pour ça qu'on trace souvent plusieurs lignes de support, plusieurs lignes de résistance, car c'est plus une zone qu'une ligne. Mais bon, ici nous avons notre zone de support et ici nous avons notre zone de résistance. On voit ici que cela a été une zone de turbulence, une zone d'hésitation pour les marchés. Donc cela nous permet d'avoir un range entre un support et une résistance. En stratégie de range, la stratégie est toujours la même. On va chercher à acheter le bas du range, donc on va chercher à acheter le support pour vendre au niveau de la résistance, ou l'inverse, si on est trader, ou bien le franchissement de notre résistance ici. Donc première chose à attendre sur le Monero, c'est soit de revenir sur notre socle bas ici pour prendre une position acheteuse sur le Monero avec un objectif, si nous avons un signal haussier, que ce soit sur le RSI ou bien sur le graphe en termes d'évolution de prix, on pourra prendre une position acheteuse avec un objectif sur le haut du range, donc un objectif ici là où ça a résisté aux 64%, donc les 120 €. Ça, c'est dans le cas de figure numéro 1. Dans le cas de figure numéro 2, on vient directement sur le haut de notre range, parce que rebond haussier il y a sur le Bitcoin, parce que confiance acheteuse se met en place, et bien dans ce cas-là, on va prendre une position acheteuse, c'est la stratégie classique, on va prendre une position acheteuse dans le cas du franchissement de notre range. Franchissement qui ne sera confirmé non pas par une simple bougie qui vient casser directement notre résistance, mais qui sera confirmé dans l'attente d'une confirmation ici, hop, par exemple, par quelque chose de comme ça, ok, là on aura notre confirmation que l'on a cassé notre range. Il faut attendre d'avoir un premier rappel, que ce soit un pullback comme ça, et puis que ce soit finalement derrière un triangle haussier qui se mette en place, ou bien autre chose. Il va falloir attendre d'avoir un signal, un vrai signal d'achat et une confirmation acheteuse pour pouvoir prendre une position à la sortie d'un range comme ça. La sortie d'un range par la résistance, les traders vont plutôt avoir tendance à vendre la résistance pour aller chercher le support qu'à venir acheter la résistance. Par contre, lorsque l'on franchit la résistance, souvent le mouvement peut être important. Le mouvement peut être important si on vient à franchir la résistance. Donc premier scénario à attendre sur le Monero, c'est de revenir sur le socle bas avec un objectif en prise de position acheteuse au 74,50 mettons, une fois qu'on aura eu une confirmation que c'est en train de reprendre, avec un objectif au 120 à plus 60%, ou alors prise de position... alors je vais plutôt vous le mettre comme ça, tac. Donc si on prend une position acheteuse ici au 74,50, on va déterminer un niveau de stop. Le niveau de stop sera le suivant. Ah ouais. Donc le point de sortie se situera vers les 60 € ici, comme on l'avait déterminé la dernière fois. Donc on sera à moins 20% à peu près, et notre objectif sera les 120 € à plus 60%. Donc ça, c'est dans le cas de figure où l'on revient sur le socle bas de notre range avec un objectif en achat, en call, en long sur la résistance. Donc si on revient sur le support et la résistance, je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit. Donc voilà, donc ça c'est l'objectif numéro 1. Objectif numéro 2, scénario numéro 2, on vient à traverser ici notre résistance, on a une confirmation du mouvement qui se met en place, et bien dans ce cas-là, on va reprendre pareil une position à l'achat, sauf que cette fois, notre position sera prise ici par exemple lorsqu'il y aura une confirmation, pour rester concret avec notre schéma, on va dire vers les 150. Dans ce cas-là, stratégie de range oblige, on met notre support à l'intérieur du range. Si jamais on retourne dans le range, notre scénario est invalidé, on sort. L'objectif sera dans ce cas-là les 240 voire les 260 €.
ouais, 240 euros, ce sera plus ça. Donc on a un ratio risque-récompense de 3 à 4. On s'autorise à gagner 3,40 fois plus que ce qu'on s'autorise à perdre, soit 59% de profit ici pour 17% de perte si notre scénario est invalidé. Alors qu'à l'intérieur du range, on a un ratio risque-récompense qui est un petit peu inférieur puisque notre stop est plus bas. Mais vous voyez, en achetant le socle bas du range, on a finalement un objectif qui est plus ambitieux, qui est de 60%, donc qui est plus ambitieux que celui que nous avons ici à la sortie du range, bien que là, la manière dont je vous l'ai dessiné, c'est à peu près similaire, puisqu'on est aussi à 60% de profit, parce que la dernière fois que l'on avait fait l'analyse, on était à 220, objectifs. Ici, je vous ai monté ça à 240. On est plus à 240 qu'à 250. De toute façon, c'est très clair, un objectif, on le trace et on le dessine en fonction de résistance. Ici, on est sur une zone de résistance, donc on serait sur les 240, 250. Donc on serait sur finalement une espérance de gain qui serait à peu près similaire à la sortie du range. Mais la stratégie ne sera pas la même. Donc soit on attend, parce que là on est effectivement au milieu de notre range, il n'a donc aucune position à prendre à l'achat ou à la vente. Soit on attend de revenir sur le socle bas de notre range pour un objectif en haut du range, soit on attend d'avoir une traversée de notre résistance avec une confirmation. Concernant EOS, eh bien, c'est la même chose, c'est strictement la même chose. Nous avons un range ici caractérisé par notre résistance et notre support et on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on est au milieu de notre range. Il n'y a donc aucune position à prendre. Soit on attend de revenir sur le support, soit on attend de revenir sur la résistance pour pouvoir prendre une position à l'achat sur EOS. Pour l'instant, EOS est en train de valider exactement comme le Bitcoin la fin d'un cycle avec l'affaiblissement de sa volatilité ici. Donc l'objectif sera soit de venir sur le socle bas du range avec un objectif sur la résistance, soit de venir traverser ici. Et là, vous le voyez, si on vient à traverser notre résistance ici, on a la potentielle opportunité de revenir en haut, voire tout en haut de notre range supérieur, voire ici, potentiellement. Ici, ce que l'on a déjà fait en 1, 2, 3 semaines, on est capable de prendre 200% en 3 semaines, plus de 200%, près de 210% en 3 semaines. C'est quelque chose qu'on en a déjà connu sur EOS et c'est quelque chose qui peut arriver. Attention tout de même, la traversée dans l'autre sens peut avoir lieu aussi. On ne va pas écarter cette possibilité-là. On ne fait qu'une prise de position en fonction de faits avérés et qui ont déjà eu lieu. Donc pour l'instant, on ne touche pas. On attend de voir dans quel sens ça part pour pouvoir prendre une position sur EOS également. Et enfin, on va finir avec Monero rapidement. Alors Monero, on avait pris une position à l'achat ensemble. J'avais pris une position sur le Monero il y a quelques temps. Donc il y a quelques temps de cela, on avait pris une position à l'achat sur les 0,23 euros sur XLM, sur Stellar, parce qu'on avait eu ici une confirmation que l'on était en train de casser, il y a tout qui s'est déréglé, on était en train de casser ici notre résistance et notre triangle baissier. Finalement, on est revenu à l'intérieur du triangle, je suis donc sorti et on est en train de revenir ici jouer avec notre résistance ici. Donc là, il y a une potentielle prise de position à prendre sur Monero, sur Stellar. Dans ce cas-là, eh bien, on va attendre de revenir ici, traverser ce que l'on n'arrive pas à traverser ici, c'est-à-dire la barre des 0,235, donc des 0,24. Ici, on n'arrive pas à traverser parce qu'on est sur de la résistance. Il va falloir avoir une confirmation de la traversée cette fois de notre triangle que l'on a traversé. On a traversé notre résistance ici, mais on n'a pas traversé notre point pivot. Notre point pivot qui se situe au 0,24. Donc Stellar, il y a une position à prendre sur Stellar dans le cadre où on viendrait franchir nos 0,24. Le premier objectif à 0,285 à plus 18%. Deuxième objectif à 0,375 à plus 55%. Le stop sera pareil, un retour dans le triangle
à moins... je pense qu'on pourra le mettre plus bas, on le laissera ici. Donc ce sera à moins 23%, à 18,5 et le stop, le dernier stop pour ceux qui sont joueurs et qui veulent avoir des stops éloignés, même si je le déconseille, à 0,145 à moins 40%. Donc l'objectif est à plus 55, 50... Ouais, est à 55-56%, le stop est à moins 23%, au pire moins 40% pour ceux qui prennent une position long terme et qui veulent avoir un objectif en bull run avec un premier objectif peut-être ici, mais un objectif bien plus lointain. Dans ce cas-là, quoi qu'il en soit, il faudra dans tous les cas sortir si jamais on casse par le bas ici. Ça ne sert à rien de rester en position. Voilà les amis, en tout cas vous l'aurez compris, il ne faut pas prendre de position en fonction de prédiction ou de prévision. Appelez-le comme vous voulez, une prévision c'est une prédiction pour moi. On va effectivement faire une projection des prix. C'est important d'estimer que les prix peuvent évoluer de tel ou tel sens pour identifier des scénarios et le scénario à privilégier en fonction de probabilité. Ça c'est important pour pouvoir définir ces points de sortie, que ce soit en bénéfice ou en perte, de ces positions une fois qu'elles ont été prises. Donc c'est important à faire. Malgré cela, la décision de prendre une position doit être faite en fonction d'un scénario qui a déjà eu lieu et de faits qui ont déjà été constatés. Donc vous le voyez, ça peut être très positif ce qui peut se passer sur les altcoins, que ce soit Monero, Ethereum, EOS ou les autres, et sur la crypto mère, le Bitcoin, ça peut être très positif ce qui peut se passer dans les prochains jours. Malgré cela, le mouvement peut être effectivement très important et il y a des chances pour qu'il soit très important, mais ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Donc on attend de prendre une position uniquement lorsque l'on aura une confirmation de ce qu'il est déjà en train de se produire. Il vaut mieux se positionner un tout petit peu trop tard, mais être sûr du mouvement plutôt que se positionner trop tôt et se faire flinguer son portefeuille. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite de très bons trades, une très bonne semaine, portez-vous bien, c'était Benjamin, bye bye tout le monde.